C'est la dernière conférence de ce cycle de forum consacré au geste et à la parole, art, outils et corps, concocté par Alain Dezeuse et Jean-Claude Ruggiero, que je remercie beaucoup de leur proposition. Pour vous dire que nous sommes très très heureux de nous retrouver ici à la Friche de la Belle de Mai pour ces forums que nous continuerons l'année prochaine avec un nouveau programme qui lui aussi essaiera de pister un certain nombre d'enjeux de l'art d'aujourd'hui et de vous les faire partager, à vous les étudiants, mais aussi à vous le public qui venez à ces conférences régulièrement. Je voudrais rajouter aussi que notre présence à la Friche de la Belle de Mai sera plus conséquente à partir de l'automne prochain, à partir du mois d'octobre, novembre. La date exacte, je pourrais vous la donner simplement un peu plus tard, sans doute à la rentrée, puisque nous ouvrirons un lieu qui ne sera pas un lieu d'exposition, mais un lieu consacré à des expérimentations, des projets de jeunes artistes sortis de l'école, de notre école ou d'autres écoles, un projet de visualisation aussi et de lisibilité d'un certain nombre de projets lancés par des artistes et des théoriciens professeurs de l'école et qui relèvent plutôt d'une logique de recherche, en tout cas d'initiation à la recherche. Ce lieu s'appellera l'Atelier des situations et je remercie à ce titre Alain Daudet et la Friche de la Belle de Mai de nous accueillir pour donc un ensemble d'activités, je crois, cohérentes, diversifiées, et qui nous permettront ici non pas de faire des expositions simplement, non pas simplement de faire des conférences individualisées, mais toujours dans le cadre de la façon dont l'école essaie de se situer de plus en plus dans l'actualité de l'art, mais aussi dans l'actualité de la ville, avec les acteurs de notre ville, conforter la présence de l'art contemporain dans la ville. Voilà, je voulais simplement de nouveau remercier Anna et Jean-Claude pour cette programmation, et bien entendu Barbara qui conclut ce cycle de conférences. Ce que je vais vous présenter, vous proposer aujourd'hui, c'est une conférence. J'assume mon parcours et mon identité d'universitaire. Et en fait, il y aura un diaporama qui va dérouler tout seul, que je ne vais pas commenter. Vous inquiétez pas si ça va trop vite parce que ça revient. En fait, les mêmes images reviennent. Et juste pour vous dire, en fait, en quoi consiste ce diaporama, parce que j'ai énormément de choses que j'aurais à vous dire sur le geste. Il y a plusieurs images qui me sont tout à fait personnelles. C'est-à-dire, il y a même une image d'un pain que j'ai fait, parce que c'est du geste. Et donc, peut-être que lors de la discussion, il y a quelques images que vous voudrez que je commente avec vous. Voilà, chacune des images a sa propre histoire et son propre lien au geste. Mais que finalement je ne commenterai pas maintenant. Et donc la conférence effectivement est plutôt sur le geste entre philosophie et performance, parce que maintenant, bon, ça a toujours été le cas, mais maintenant ça est devenu beaucoup plus clair pour moi à quel point le geste peut être un outil philosophique et une méthode de recherche philosophique. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des concepts tout à fait abstraits, beaucoup mieux en les faisant, si on y arrive, en ayant une expérience. Et donc c'est un peu cette idée de conjonction entre performance et philosophie. Et on essaie au laboratoire du geste de mettre en place ce qu'on appelle des performances philosophiques. Ne me demandez pas trop ce que c'est, mais c'est l'idée de performer la philosophie. Voilà, donc j'ai fait démarrer le diaporama. Voilà, donc le geste est pour moi devenu depuis un moment quelque chose de très intime et à la fois pathologique. Je vais vous amener un peu à cette idée.
Je conçois en fait le geste comme une forme de vie, hein, c'est-à-dire quelque chose qui donne forme à la vie, à une sorte de nappe sur laquelle la vie prend de l'épaisseur, comme un matériau par lequel la vie devient forme. Hein, la vie devient habitude, expérience ou événement au travers du geste. Mais le problème avec le geste, c'est que sa forme n'est pas apparente. C'est-à-dire que le geste n'est pas une forme de vie parmi d'autres, mais c'est ce qui se cache en fait lors d'un mouvement vital, ce qui passe inaperçu hein, souvent dans les routines de l'existence. Et cela fait en fait 15 ans à peu près que je travaille à la notion de geste. Et cette investigation, en fait, n'est pas encore devenue pour moi ennuyeuse ou banale. Alors, vous pourrez peut-être vous demander que détient cette notion de si saisissant pour y dédier 15 ans de sa vie. Dans un sens, ça a formé aussi ma propre vie. Alors, ma réponse vous paraîtra peut-être nébuleuse et confuse, mais c'est, je pense, aussi dû à l'objet même. Hein, l'objet geste, il est lui-même nébuleux, confus. J'aime en effet penser qu'un sujet de recherche est un peu comme un symptôme. Il indique les failles de soi-même, mais aussi de l'emprise sociale et culturelle sur le processus de construction de soi. Le symptôme pointe des non-dits, des thèmes refoulés, et il exprime la nature inconsciente d'une personne. Ceci se voit par exemple en médecine, où le symptôme est le biais par lequel la maladie est décelée, le signe d'une certaine, ce qu'on appelle une affection du corps, alors qu'en psychanalyse, le symptôme indique un conflit latent entre le désir personnel refoulé et les exigences de ce qu'on appelle l'instance refoulante, qu'on peut dire être tantôt extérieure, tantôt intérieure, sociale ou due à une morale interne. Donc le symptôme est le signe qui annonce une pathologie. Donc c'est là où il est intéressant d'un point de vue de la perception, une sorte de brisure de la conscience, un manque inapparent. Le symptôme est l'indice d'un problème qu'on n'a pas traité et qui ressurgit presque malgré nous. Je fais référence ici à un texte de 1943 que je trouve très beau de Georges Canguilhem qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Et Canguilhem, justement, pointe la différence entre une forme de vie normale, entre guillemets, et une autre forme de vie qui serait pathologique. Et il dit, finalement, cette différence est uniquement une différence de degré, d'intensité ou de gradation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de qualité entre un malade et quelqu'un qui ne le serait pas. Et au contraire, pour Canguilhem, le pathologique nous instruit sur le normal. C'est-à-dire qu'il va nous dire qu'est-ce qui est normal et considéré comme tel. Donc en gros, le geste est mon symptôme. C'est comme ça que je le prends. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ma psychanalyse ou mon autobiographie ici, pas seulement par timidité ou par pudeur, bien évidemment, mais aussi parce que je pense, et ceci je le prends de Wittgenstein, qui est un philosophe que j'admire beaucoup, je pense en fait qu'une biographie, ou ce que lui il appelle une tranche de vie, n'est pas très intéressante. C'est-à-dire une histoire personnelle où le sujet se livre à un récit de soi stérile, sans lien en fait avec le contexte intersubjectif dans lequel il agit, est comme une sorte de parole morte, il nous dit, qui reste presque inaudible. Contrairement en fait à ce que Wittgenstein appelle une tranche de vie, Wittgenstein propose cette idée de forme de vie. La forme de vie garde sa vitalité, c'est une sorte de présentation de sa propre expérience. Ben, voilà, je le trouve très beau, Wittgenstein. C'est un des rares philosophes un peu qui se porte plutôt bien. Donc il y a une forme de vie qui est différente d'une simple tranche de vie. Je vous lis une longue citation qui n'est pas là, mais
qui est intéressante et on la suit assez bien, de Remarque Mellet, je cite, Wittgenstein, « Il ne saurait y avoir rien de plus merveilleux que de voir un homme dans l'une quelconque de ses activités quotidiennes, les plus simples, en anglais c'est performing some quite simple everyday activity, lorsqu'il croit ne pas être observé. Imaginons un théâtre, le rideau se leverait et nous verrions un homme seul dans sa chambre, allant et venant, allumant une cigarette, s'asseyant, etc., de telle sorte que nous verrions soudainement un homme du dehors, comme nous ne pouvons jamais voir nous-mêmes. C'est à peu près comme si nous voyions de nos propres yeux un chapitre d'une biographie. Cela devrait être à la fois effrayant et magnifique. Plus magnifique que tout ce qu'un poète peut faire jouer ou faire dire sur la scène. C'est la vie même que nous verrions. Mais c'est là ce que nous voyons tous les jours, et cela ne nous fait pas de la moindre impression. Soit, mais nous ne le voyons pas dans cette perspective. C'est l'artiste seul qui peut nous représenter le détail singulier de telle sorte qu'il nous apparaisse comme une œuvre d'art. L'œuvre d'art nous contraint pour ainsi dire à la bonne perspective, mais sans l'art, l'objet n'est qu'un morceau de nature comme n'importe quel autre, et le fait que nous puissions le relever par notre propre exaltation n'autorise personne à nous en imposer le spectacle. Je ne puis m'empêcher de penser toujours à ces insipides tranches de vie que celui qui les a prélevées trouve intéressantes parce qu'il était lui-même là et qu'il a vécu quelque chose. Mais un tiers les considère avec une froideur justifiée, si tant est qu'il soit juste, de façon générale, de considérer quelque chose avec froideur. Fin de citation. Donc c'est intéressant en fait cette image que Wittgenstein présente d'un homme seul que nous regarderions comme sur une scène d'un spectacle sans qu'il puisse avoir en un sens la conscience qu'il est regardé. Et ce qui reste aussi surprenant, c'est que le travail scénique chez Wittgenstein n'est pas aboli. Wittgenstein parle bien d'un certain type de théâtralité, le rideau se lève, dans laquelle la solitude de la vie intime, sa chambre, cet homme il est dans sa chambre, serait rendue manifeste par l'apparence ordinaire de ses gestes. Marcher, simplement, s'asseoir, allumer une cigarette. Donc on verrait, dit-il, un homme du dehors. Je trouve cette image assez belle. On est confronté à une procédure qui est en fait artificielle. Donc nous voyons cet homme comme s'il était nous-mêmes, comme s'il n'était pas vu. De telle manière, cependant, qu'il s'agirait bien d'une sorte de extériorisation de soi. C'est ça ce qu'il nous dit. Mais alors, ce n'est pas n'importe quelle mise en scène, n'importe quel type de représentation de la vie qui permet de produire cette merveilleuse, cet effroi, aux merveilles effrayantes dont il parle. Il fait une certaine saveur, dit-il, une saveur esthétique qui évite le côté, dit-il, insipide de la vie de la personne qui relate quelque chose qu'il a vécu, mais dont l'intérêt, en fait, il n'est que personnel. Donc cette saveur, Wittgenstein la trouve dans ce qu'il appelle un potentiel universel de la vie ordinaire. Il y a quelque chose de absolument partageable par tous. Donc ce ne sont donc pas les tranches de vie vécues qu'une personne nous imposerait de force qui font le travail de l'art, mais plutôt une certaine impersonnalisation qui fait que seul l'artiste peut nous montrer la vie comme si c'était la nôtre. La forme de vie décrite par Wittgenstein est intéressante, esthétique, précisément parce qu'elle n'est pas personnelle. C'est ça ce qui est intéressant. Elle se désengage donc du particularisme des caractères singuliers et aussi d'une certaine spectacularisation de ces caractères singuliers. Donc le geste, les gestes du corps, l'habitude, est intéressante à mettre en scène dans une mise en scène de l'intime dont il parle, qui montre une forme de vie où le
théâtre de la vie est riche en fait de gestes, hein, marcher, allumer une cigarette, etc. Donc, en un sens, on peut dire aussi que mon histoire, là, quand je vous disais que le geste est mon symptôme, est aussi un peu la vôtre, hein, car vous aussi, vous avez un corps hein, similaire au mien. Vous possédez 2 bras, 2 yeux, une tête, 2 jambes. Hein, vous pouvez vous déplacer dans l'espace, tenir un stylo entre vos doigts, mettre des écouteurs dans vos oreilles et boire un verre d'eau. Donc il y a quelque chose d'extrêmement banal dans le fait même de vivre dans un corps humain, hein, mais cette banalité est en réalité riche en fait de signification, hein, car il se cache en fait, me semble-t-il, dans cette question du corps que nous partageons, hein, plus ou moins, hein, ce corps impersonnel que nous partageons, quelque chose d'assez philosophique. Donc on peut dire que le geste est notre symptôme, hein, le symptôme de l'être humain ayant un corps qui habite en fait le monde, qui modèle le monde, c'est-à-dire qui fait que des objets sont faits à mesure en fait du corps. Donc il y a une sorte de interdépendance réciproque et existentielle entre mon corps et le monde. Ça c'est un peu la leçon de la phénoménologie, hein, comme celle de Maurice Merleau-Ponty que vous avez vu tout à l'heure dans le diaporama. Il y a une sorte de interdépendance entre mon corps et le monde, entre l'air et mes narines, le sucre et mes papilles gustatives, le sable et la plante de mes pieds. Je ne suis pas dans un corps comme un pilote dans son navire, ça c'est la leçon de Descartes, ni non plus comme un clou accroché au mur, ça c'est la leçon des phénoménologues. Mais je fais partie de ce monde puisque je fais partie aussi de ce corps où je suis, ce corps qui m'habite, que je suis. Donc le corps est une sorte de mystère à résoudre et me semble-t-il que le geste est sa clé. Le geste est la clé pour pouvoir résoudre, s'il arrive, le mystère du corps. C'est-à-dire que le corps ne serait rien sans le geste. Ça, c'est un peu mon hypothèse de travail sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Est-ce que, alors je vais vous poser des questions, est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas des yeux, des oreilles normalement conçues, vous ne pourriez pas lire de la même façon que d'autres, vous ne pourriez pas entendre, là on a le cas, de la même façon qu'avec des oreilles qui fonctionnent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le fait que si votre corps n'avait pas eu la capacité à l'enfance de sucer du lait par le biais de votre langue et de vos lèvres, et que si ce corps n'avait pas pu être en mesure de digérer les enzymes, protéines, hormones contenues dans ce lait, alors il ne serait pas le corps qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est mon hypothèse, avec le fait que le corps n'est pas la cause, mais au contraire l'effet d'une somme de micro-gestes insistants, inertes, résilients, qui sont répétés, une sorte d'acharnement doux et obstiné de la vie vers sa propre subsistance. Donc on a besoin d'un corps pour pouvoir se nourrir, se déplacer, respirer et vivre, mais il faut aussi pouvoir se nourrir, se déplacer et respirer pour avoir un corps. Donc c'est ça l'enjeu, qui est un enjeu philosophique très difficile, qu'on peut résumer comme étant l'enjeu entre les fins et les moyens. Est-ce que le corps est-il la finalité de mon geste? Est-ce que le geste est-il le moyen? Et ça, c'est une lecture assez classique. Moi, je propose plutôt une autre lecture sur laquelle le geste est la fin et le corps est le moyen. Ou en tout cas quelque chose qui puisse contrebalancer cette distanciation, ce problème entre les moyens et les fins. Comment en fait différencier entre un geste qui aurait en lui-même sa propre fin, comme par exemple la danse, et un autre geste qui aurait une fin extérieure, comme la marche. Si je me déplace pour aller de mon bureau à la cuisine, je peux simplement aller d'un point A à un point B, comme je peux aussi le faire en effectuant une pirouette ou en chantant ou
ce déplacement-là, il n'aurait pas le même sens. Mais alors, quel type de différence s'agit-il? Est-ce que c'est une différence ontologique, c'est-à-dire une différence d'essence? Est-ce que la marche et la danse sont différentes entre elles parce que de qualités différentes? Est-ce que c'est une différence de sens, ce qu'on appelle une différence épistémologique? Ou est-ce que c'est une différence sémantique, c'est-à-dire de la signification linguistique qu'on lui apporte, ou une différence esthétique? Alors, je reviens juste pour rappeler, je retiens de Canguilhem, de cette différence entre normal et pathologique, la même approche. Je pense qu'entre un geste ordinaire, boire de l'eau, ou une pirouette, qui est un geste virtuose du ballet, il n'y a pas une différence de nature, mais il y a une différence d'intensité, de degré, de quantité, ou de façon, mais non pas une différence de chose ou de essence. Alors cette question entre fin et moyen du geste a été beaucoup et très bien travaillée par George Agamben dans un texte très très court qui s'appelle Notes au pluriel, Notes sur le geste, dans son livre Moyens sans fin, Notes sur la politique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà cité dans votre cursus sur le geste, mais c'est vrai, c'est un très court texte, très intéressant, où en fait Agamben, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la plus grande, on peut dire une des plus grandes différences dans les arts du faire, qui est une différence très ancienne entre faire et produire. Quand je fais quelque chose, je ne suis pas forcément en train de produire un objet ou de fabriquer un objet. Donc une différence entre agir et créer, et qui est une différence plus large entre politique et art. Cette différence nous vient, au moins, de Aristote, dont l'Éthique à Nicomaque, donc c'est un livre sur l'éthique, mais aussi dans son livre sur la poétique, dans lequel Aristote fait une différenciation entre ce qu'en grec on appelle la poiesis, qui serait la production ou la création, et de l'autre côté, la praxis, qui est plutôt une action. La poiesis est une fabrication naturelle chez les Grecs, et c'est très intéressant aussi, mais moi je n'ai pas le temps de développer là, mais j'ai un peu travaillé sur cette association. Aristote l'associe aussi à la procréation et à l'enfantement, au fait de produire une œuvre comme on procrée un enfant. Et de l'autre côté, donc, il y a la praxis, qui est une action qui sert à construire le monde. Alors, la grande différence par Aristote, c'est que la poiesis, la production, a une fin extérieure à elle-même, c'est-à-dire l'artisan a comme but de fabriquer une table, alors que l'action, elle a une fin intérieure, c'est-à-dire elle a comme fin sa propre action. Donc l'exemple de Aristote est l'action politique, c'est-à-dire en politique on ne produit pas des choses, mais on change l'environnement par des actions. Donc il y a effectivement cette distinction sur laquelle Agamben se base pour essayer de comprendre la question du geste. Et ce qui est intéressant dans le texte de Agamben, c'est qu'il va dire le geste, c'est une troisième voie, quelque chose qui résout cette dichotomie très ancienne entre agir et produire. Le geste est une troisième voie, nous dit-il, qui n'est ni dans la production, ni dans l'action, ni dans le faire, ni dans l'agir. Il en parle un peu comme une sorte d'échappatoire, mais il dit aussi que c'est plutôt quelque chose une sorte de substrat, qui est en deçà ou au-delà des deux autres. Donc le geste touche à une dimension humaine que, selon Agamben, est très importante, et c'est la dimension de la gestion. Donc le geste n'est pas action, le geste n'est pas production, mais il est gestion. Il vient gérer, gouverner, soutenir, maintenir quelque chose, le rendre possible.
Donc le geste est dans la gestion, et même en latin, en fait, on a repris l'étymologie entre geste et gestion. Donc l'acteur, par exemple, si on prend l'exemple que donne Agamben, l'acteur sur scène agit, donc il est dans la praxis. Le poète, il écrit, donc il est dans la poiesis, alors que le gérant, on pourrait dire le producteur, lui gouverne. Donc c'est celui qui permet que l'action se fasse au sein du théâtre. Donc l'acteur agit le drame, mais il ne le fait pas. Le poète fait le drame, mais il ne l'agit pas. Le gouverneur soutient le drame. Donc il y a une sorte de soutenant, gouvernance, soutien à l'art. Et donc de façon assez surprenante, le geste s'apparente chez Agamben aussi à la dimension, là il ne le dit pas, mais je le déduis, à la dimension financière, administrative, pratique des formes de vie, des pratiques humaines. Car le gérant n'est pas celui qui est celui qui est en charge de créer des lois, mais il garantit la bonne conduite, la distribution des ressources. Il met en place le contexte pour que l'acteur et le metteur en scène puissent, eux, produire ou agir. Donc le gérant, tout comme le geste, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est un peu effacé. Il n'est pas sur la scène, il n'est pas forcément l'auteur, il est effacé, il a un sens beaucoup plus caché, mais assez déterminant. Et puis ce qui me plaît aussi, pour d'autres raisons, c'est que le gérant, au féminin, c'est la gouvernante, celle qui, gère une maison, pour que la maison reste propre, que le repas soit fait, les courses soient faites, la vaisselle rangée, les enfants propres et au lit. Donc il y a une sorte de maintien de l'ordre de cette gouvernance qui est assez invisible, mais qui est proprement, me semble-t-il, aussi féminin. Il y a quelque chose de féminin dans le geste de gestion qui fait partie aussi de l'invisibilité du travail des femmes, et de l'invisibilité du travail aussi d'une certaine minorité culturelle ou de classe. Donc la gestion permettrait d'avoir aussi un point de vue d'une critique permanente, une critique par rapport effectivement aux professions qui sont dans la gestion. Or voilà comment le geste, me semble-t-il, être entre les moyens et les fins, dans une sorte de gestion des choses, puisque le geste ne peut pas être uniquement moyen, il doit aussi être à soi-même sa propre fin, il doit aussi pouvoir se autogérer. Un geste n'est pas, me semble-t-il, un moyen de production, donc c'est pour ça que je ne me suis pas forcément intéressée, par exemple, au geste de l'artiste, le geste du sculpteur, le geste du peintre, qui sont très intéressants à travailler, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, puisque là, du coup, le geste, il est soumis à l'objet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement de traiter le geste tel quel, proprement dit, et non pas à l'ombre du produit. Donc il y a en fait, et c'est ça un point un peu, peut-être que vous avez déjà traité, mais qui m'intéressait aussi, c'est que la forme de vie du geste est cachée, presque invisible. On l'a vu aussi dans cette mise en scène de Wittgenstein, de cet homme qui est là, mais qui n'est pas forcément vu. Il y a une sorte d'invisibilité du geste, et cette invisibilité est assez étrange, parce que le geste n'est pas invisible, c'est-à-dire on peut bien le voir, on peut bien le regarder. Il est plutôt inaperçu, c'est-à-dire il passe pour rien, ou presque rien. On ne lui accorde pas l'attention, on ne le met pas sur un socle, on ne l'encadre pas, puisque on est plus attentif à l'histoire, à la représentation, à la narration, on ne voit pas forcément ce geste. Et pour le comprendre, en fait, j'aime bien ce que Jean-Luc Marion, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur Descartes, un philosophe français vivant, il appelle en fait ce qu'il appelle le invu, I-N-V-U. Donc
Donc c'est pas invisible, mais c'est invu, pas vu, peu remarqué. Je cite Jean-Luc Marion dans ce texte qui s'appelle « La croisée du visible ». L'invu n'est pas vu, tout comme l'inouï n'est pas entendu, l'insu n'est pas su, l'intact n'est pas touché, voire comme le dégoûtant n'est pas goûtable. L'invu relève certes de l'invisible, mais ne se confond pas avec lui, puisqu'il peut le transgresser en devenant précisément visible, alors que l'invisible reste à jamais tel, irréductible, récalcitrant à la mise en scène, à l'apparition, à l'entrée dans le visible. L'invu, l'invisible seulement provisoire, exerce toute son exigence de visibilité pour parfois, de force, y faire irruption. L'invu n'a de cesse que de surgir dans le visible. Je trouve très belle en fait cette idée que l'invu veut être vu, en un sens, il veut faire irruption dans une mise en visibilité, et donc il est invu uniquement parce que provisoire, de façon provisoire, mais peut être vu, une sorte de potentialité de l'invu. Et donc, en raison de son état provisoire, l'invu devient visible et fait irruption. L'invu reste presque visible, temporellement non remarqué. Et pour Marion, Jean-Luc Marion, c'est l'art qui, le premier, a comme tâche de rendre visible l'invu par le tableau, le peintre, comme un alchimiste, dit-il, transmue invisible ce qui fut sans lui resté en vue. Donc il y a une sorte de transfiguration de l'invu, donc quelque chose qui peut être regardé et vu. Donc il y a effectivement quelque chose de assez insaisissable et qui, selon moi, revient en fait au statut qu'on donne au geste, comme quelque chose effectivement de peu remarqué. Et c'est une relation en fait assez ambiguë, globalement, là c'est vraiment très vite que je vais entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'on souvent, dans notre culture, on donne plus d'importance à la théorie, ce que la chose signifie, plutôt qu'à ce que la chose peut avoir de pratique, comment elle a été faite, dans quelles circonstances, quel est son contexte, etc. Comment elle a été gérée. Ce qu'il y a de gestion autour. Et le geste, en fait, n'a pas été, dans ce sens-là, assez profondément analysé par la philosophie, alors que dans d'autres disciplines, le geste, il s'y trouve plutôt bien placé. Il a été étudié en anthropologie, par Marcel Jousse, en ethnologie, par André Leroi-Gourhan. Si vous ne connaissez pas ce texte, le geste et la parole, c'est magnifique. En sociologie, par Marcel Mauss. En sémiotique, il y a plusieurs textes sur le geste. Et ce qui me semble, j'essaie un peu de le travailler dans le livre que tu as cité, Anna, Esthétique de la vie ordinaire, il y a de commun parmi ces différentes études très différentes par ailleurs, anthropologie, ethnologie, sociologie et sémiotique, c'est que toutes prennent le geste comme un moyen, c'est-à-dire comme un outil pour une technique, comme un moyen pour exprimer un mot, comme même Leroi-Gourhan, qui est un peu mon préféré, trouve le geste comme une sorte de prolongement d'une technique. C'est là où je trouve que c'est un peu dommage de laisser au geste cette place un peu instrumentale, utilitariste, un peu secondaire. Pourquoi ne pas prendre le geste comme une fin, c'est-à-dire comme quelque chose qui a lui-même sa propre fin? Et c'est là où l'esthétique, me semble-t-il, vient nous secourir, puisque l'esthétique, on peut la comprendre comme une façon de rendre sensible le corps, en prenant en fait le terme esthétique dans sa dimension proprement sensible, du grec aesthésis, donc quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, non pas de la vue, mais du ressenti physique.
C'est pour ça que je m'intéresse par ailleurs à la nourriture, qui est quelque chose qui fait partie d'un ressenti physique qui n'est pas justement uniquement visible. Donc, c'est là où l'esthétique se rapproche, selon moi, d'une philosophie de l'art, où le deux est pris comme un génitif, c'est-à-dire l'art produit de la philosophie. Il y a une origine philosophique dans l'art, une philosophie de l'art où le deux est pris comme une façon de générer, une genèse des concepts. Et là, c'est effectivement aussi des penseurs comme Derrida, comme Gilles Deleuze, qui ont beaucoup permis ce genre d'approche. Et donc, une philosophie de l'art, où l'art est un siège privilégié de production de concepts, permet, me semble-t-il, de montrer que dans la pratique, il y a déjà du concept, c'est-à-dire qu'il y a déjà une production d'idées qui est créatrice. Donc c'est là où, si on peut se poser la question, où je me pose la question, est-ce que le geste est-il un concept ou un phénomène? Est-ce qu'il est une idée qui se montre à voir, ou est-ce que c'est simplement une forme à travers de laquelle on va lire une idée? C'est pas forcément la même chose. Comment le geste se différencie-t-il d'un acte, simplement, d'un mouvement ou de quelque chose qui peut paraître mécanique ou instinctif ou automatique? C'est là où la relation entre un geste ordinaire et un geste artistique est pour moi centrale. C'est-à-dire que quand on essaie de comparer boire de l'eau, marcher ou peindre et danser, en quoi cette comparaison nous aide pour comprendre ce qu'est le geste, comme forme de vie, de base entre art et vie, qu'on partage entre les deux. Donc la vie ordinaire est entendue comme une forme de vie qui est elle-même entièrement esthétique. Autrement dit, selon moi, il y a déjà suffisamment d'esthétique dans la vie ordinaire. On n'a pas besoin que l'art vienne changer cette vie ordinaire. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Marion, par exemple, le Wittgenstein que j'ai cité. L'artiste ou le travail de l'art est de rendre visible ou de rendre perceptible une esthétique qui est déjà là, qui est entièrement présente, en vue, peu remarquée, sous nos yeux, mais tellement sous nos yeux qu'on ne la voit plus, cette approche esthétique. Et donc c'est là où c'est pour vous donner un peu mon cadre philosophique, je travaille beaucoup au sein du pragmatisme. Le pragmatisme, qui est une philosophie américaine à la base, permet en fait de comprendre une relation entre la pratique créatrice de l'art et les actions quotidiennes, collectives, pas simples, de la vie de tous les jours. Et le pragmatisme permet aussi de définir un mouvement plus général, me semble-t-il, présent dans le monde de l'art contemporain en particulier, pour ce qu'on appelle maintenant le tournant performatif de l'art, ou le performative turn. Après le linguistic turn, il y aurait maintenant un performative turn, qui vient en fait globalement de Austin, qui est un des philosophes analytiques sur la question du performatif. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'il me semble que l'hypothèse d'un tournant performatif permet de comprendre les pratiques de la vie de tous les jours dans leur continuité avec une méthode de création artistique. Et donc du coup, je prends le terme performance, qui est aussi le terme dans mon titre, dans son sens le plus simple, comme il peut l'avoir en anglais. Performance, c'est vraiment l'idée de faire une action, de faire quelque chose, et non pas forcément de exhiber un personnage ou une idée. Et aussi, ce qui m'intéresse dans l'aspect performatif, c'est son potentiel collectif, communautaire, le fait de pouvoir faire des choses ensemble. Et c'est là où j'en viens à la toute dernière partie, qui est plus courte et un peu plus simple.
sur le laboratoire du geste. Et pour vous expliquer un peu ce qu'on fait au sein de ce laboratoire, donc c'était l'idée de trouver un moyen de considérer le geste comme un outil de recherche, comme peuvent l'avoir les scientifiques dans un laboratoire expérimental. Donc de concevoir un laboratoire où le geste est notre, on peut dire, méthode. Non pas le but, encore une fois, mais plutôt non pas le but dans le sens d'un objet qu'on regarderait, mais plutôt comme un moyen de travail pour produire des concepts ou produire une expérience. Donc la première difficulté à laquelle on s'est confronté, c'est qu'il y a une multitude de gestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un geste, ou il n'y a pas une catégorie qui peut dire, mais voilà, le geste est comme ça. Mais il y a plutôt une multiplicité de micro-choses, se brosser les dents, boire son thé, serrer la main, conduire une voiture. Toutes ces actions sont imprégnées de micro-gestes. Et donc il y avait la multiplicité, trop de gestes, par quel bout on le prend. Et puis la deuxième chose, c'était que le geste se donnait toujours par ce qu'il n'était pas. Ce qu'on appelle en philosophie une définition négative. Il se donnait toujours par le geste n'est pas un mot, le geste n'est pas une image, le geste n'est pas une action, le geste n'est pas un signe, n'est pas un objet, bien évidemment. Alors que dans l'histoire de l'art, tout particulièrement, le geste a toujours été compris au travers de ce qu'il n'était pas, au travers de l'image, au travers du mot, au travers du signe, au travers des objets. C'est-à-dire, c'était par le filtre de autre chose qu'on y accédait. Donc ça, c'était les deux premières difficultés. Et donc, on a essayé de trouver par nous-mêmes ce que ça pouvait être, ce geste. Et la chose la plus claire qui est arrivée quand même au bout de 2 ans, de tentative, c'était que le geste était forcément dans l'hésitation. Dans l'hésitation, dans la vulnérabilité, dans quelque chose qui était peut-être aussi maladroit, dans une certaine maladresse, aussi dans une certaine charge émotionnelle. On a vu que le geste rarement venait sans émotion, sans hésitation. Et donc au début, on trouvait que c'était une forme un peu bizarre, et par la suite, on s'est dit, mais il y a quelque chose de très esthétique dans le fait, de se mettre dans une situation de vulnérabilité, dans quelque chose où on ne sait pas trop ce que ça pourrait représenter, dans ce que ça pourrait être. Donc il y a une sorte de continuité avec la vie de tous les jours, le fait qu'on est fragile, le fait qu'on a des émotions, le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'était précisément cette chose-là que le geste s'est montré. Et donc, on s'est dit du coup que les concepts devaient aussi être des concepts un peu opérants, un peu dynamiques. Et on a assez vite choisi le concept de verbe, c'est-à-dire on a toujours trouvé des formules de verbes. Donc on a beaucoup travaillé sur des verbes, marcher, lire, écrire, mais aussi des verbes un peu étranges comme invoquer, manquer, s'outiller, qui étaient en fait assez ouverts pour que différentes personnes de différentes disciplines pouvaient s'y retrouver. Donc le geste est devenu un laboratoire, on est une quinzaine de personnes, ça change à peu près aussi, on peut être beaucoup plus ou comme beaucoup moins. Donc on sait maintenant ce qu'on entend par geste, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas effectivement duquel on essaie de dégager toutes les conceptualisations qui sont relatives à autre chose, comme la narration, le discours, la forme, etc.
Donc il y a, on veut, comment dire, mettre en place une certaine forme qui est propre à la performativité verbale, hein, qui est du verbe, du geste. Et donc on a deux approches. Une qu'on appelle les focus, qui sont en fait des interventions, des actions sur le site du laboratoire du geste, le site internet. Qu'est-ce que ce sont? Donc les focus sont un cycle en ligne, inspiré de ce qu'on appelle en anglais les curating performance, donc de curater la performance. Donc il s'agit de mettre en place en fait à chaque fois un binôme de curateurs qui sont souvent un théoricien, un artiste, la plupart, ou voire deux artistes, pour qu'ils fassent une sorte d'exposition virtuelle sur un verbe. Donc on a eu manger, s'outiller, déproduire, durer, hein, donc des verbes pour lesquels en fait on associe différentes formes artistiques ou différentes pièces qui sont pièces vidéo, qui peuvent être aussi des textes, qui peuvent être des films, des images, etc. Pour les mettre ensemble selon une logique qui n'est pas du tout formelle, mais qui est plutôt une logique justement gestuelle, où on trouve que voilà, la durée se retrouve différemment dans différents protocoles, différentes œuvres dématérialisées. L'autre pratique est ce qu'on appelait les sessions, qui s'intitule prise de pratique et mise en parole. Donc c'est un jeu de mots avec prise de parole et mise en pratique, pour essayer de déjouer en fait le rôle entre le faire et le dire, en gros. Et pour ces sessions, donc on en a eu 20 en tout, on demande à quelqu'un d'invité qui est artiste ou chercheur, parfois on a eu aussi 2 personnes qui sont venues, selon un geste à transmettre. Alors l'idée vraiment, d'un point de vue laboratoire, c'est-à-dire que la personne vient non pas présenter son travail ou nous montrer des formes déjà finies, mais vient nous transmettre un outil de travail qui serait gestuel. Et donc, la personne invitée permettrait, et en fait ça a été étonnant à quel point ça marche, que très vite le geste est transmis et le groupe du workshop peut, à partir de ce geste, produire des situations, des expériences qui sont tout à fait nouvelles et que l'artiste n'a pas forcément prévues ou dont il n'est pas lui-même maître. Hein. Donc c'est ça l'idée du laboratoire, c'est qu'il y a une sorte d'aspect contagieux. Hein. Donc on est entre le séminaire et le workshop pour montrer que le geste peut être un outil, une méthode et non pas une forme finie. Voilà, donc juste pour terminer, j'aimerais juste vous dire comme quoi, selon moi, le geste n'a pas forcément une fin. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de fin au discours en fait, porté sur le geste. Le geste n'est pas objectif, il n'a pas une signification précise, et en fait, tant mieux qu'il reste dans le symptomatique, l'hésitant, le maladroit, l'émotion, fragilité. Tant mieux si c'est ça ce qu'il arrive à nous faire saisir, parce que c'est ça ce qui est naturellement, me semble-t-il, ce qui nous définit de façon assez impersonnelle, nous tous. Donc le but, effectivement, de se poser la question comment le geste peut-il nous aider à comprendre les arts contemporains dans leur aspect performatif et aussi la philosophie dans son aspect pratique. Donc c'est là où il est central dans ces deux approches qui, selon moi, ne sont pas autant déliées. Et le geste, me semble-t-il, est aussi quelque chose d'assez pédestre. Et j'aime bien l'idée aussi anglaise que Yvonne Rainer a beaucoup parlé de pedestrian movement,
qui signifie à la fois un mouvement pédestre dans le sens de marche, qu'est-ce que signifie simplement marcher, mais aussi une dimension pédestre dans le sens de banal, de quelque chose qui n'apparaît pas comme ayant l'importance. Et là, je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Justement, les gestes sont ce qui est, me semble-t-il, le plus important, mais auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance, puisqu'on donne à cette dimension un statut tout à fait allant de soi. Et finalement, ça ne va pas de soi, de parler, de s'entendre, d'avoir une communication, ça ne va pas de soi. Donc il s'agit en fait de considérer le geste comme quelque chose de banal et de fragile, mais justement important dans cette même banalité et fragilité. Voilà, je vous remercie et puis j'aimerais vous entendre aussi.